Eh bien, on se retrouve encore, peut-être pour pas la dernière séance, parce qu'il y en a encore quelques-unes et des programmes intéressants encore à venir, mais on voulait saisir l'opportunité d'avoir Tristan Nitto avec nous aujourd'hui euh, pour retracer un peu l'historique du numérique et ce qui nous a amené aujourd'hui, en 2025, aux situations qu'on connaît. Alors, peut-être que vous connaissez pas Tristan. Euh, Tristan Nitto, donc, voilà. Tristan Nitto a un certain âge, le même que le mien. C'est pour ça qu'on s'est mis au coin du feu, parce qu'on s'est dit, bon voilà, les deux vieilles personnes, il faut les réchauffer un peu. Je parle pour moi surtout. Et donc, ce que je vous propose de faire pendant le petit quart d'heure qu'on a devant nous, c'est de prendre comme prétexte la carrière de Tristan et d'en profiter pour mettre des jalons sur le numérique qu'on a vécu, et puis peut-être tirer quelques enseignements de la situation dont Léonidas, Francisco, Jean-Baptiste, Quentin ont parlé dans les minutes qui ont précédé. Alors, oui, j'avais un clicker, ce qui va être plus commode. Alors, ça commence il y a longtemps, je pense. Bah, j'ai fait le calcul, tu vois. Ça fait 45 ans. Je sais pas. Voilà. Ah, c'est pas ça. Voilà. Oui, si, c'est bien. Oh, oh. Voilà les ordinateurs portables, enfin transportables de l'époque. Et alors, Tristan, tu veux nous raconter un petit peu les années 80? Ben, oui, en fait, là, à Pâques, cette année, ça va faire 45 ans qu'un copain de mon père, qui venait d'acheter un ordinateur comme ça, qui s'appelle un TRS modèle 80, 80 modèle 1, l'a laissé à la maison en se disant le petit Tristan, qui est en vacances pour Pâques, va peut-être s'amuser avec ça. Et effectivement, alors c'est peut-être une malédiction, j'en sais rien, mais enfin, il a laissé la machine, j'ai sorti du carton, il y avait un manuel de basique, j'ai pris la page 1 et j'ai commencé à déjà installer la machine. Et il faut dire, avec, il n'y a pas d'application. C'était à une époque, les machines étaient livrées sans application. Donc il fallait, si vous vouliez utiliser un logiciel, il fallait commencer par l'écrire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant les 15 jours des vacances de Pâques de 1980, donc il y a 45 ans. Et ce jour-là, en fait, j'ai su que je voudrais faire ça toute ma vie. Et bah, je l'ai fait. Voilà. Donc, on parle de machines qui avaient 16 kilooctets de mémoire, des disquettes. Alors, ben, celui-là il était à cassette au début. Après, ça, c'est venu un peu après. Enfin, en fait, c'est venu un peu avant, mais moi, j'avais pas accès parce que c'était un peu la Rolls-Royce des machines. Là, il y avait quand même des lecteurs de disquettes. Alors, donc, il y en avait deux parce qu'un lecteur, c'était 143 kilo-octets sur une disquette. Voilà, hein, donc le moindre smartphone moderne, c'est 256 gigas de mémoire, de stockage. Donc, ça n'a plus rien à voir. Mais bon, déjà, il y a 45 ans, il y avait les disquettes qui sont derrière moi de Microsoft. Vous allez voir que l'histoire continue. Et donc, pardon, il y avait cette... Ah là là, j'ai du mal avec ce bip, ce clicker. Voilà. Il y avait un modem, ici, cet appareil-là, ici, qui est un peu... Mais alors encore, celui-là, il était beaucoup trop moderne. Le mien, c'était un coupleur acoustique, le premier. Il faisait 300 baud, c'est-à-dire 300 bits par seconde. Donc en fait, un coupleur acoustique, c'est... Vous voyez les vieux téléphones France Télécom, quoi. Ben, vous le preniez et vous le posez. S'il y avait deux oreillettes, il y en a une qui faisait micro, qu'on mettait devant le haut-parleur, et une qui faisait haut-parleur, qu'on mettait devant le micro. Et vous entendiez le modem chanter, et il envoyait jusqu'à, en vitesse de pointe, 30 caractères par seconde. 30 octets seconde. Hein. Donc voilà, bon, moi j'ai la fibre à la maison, hein, c'est un gigaoctet seconde. Alors, c'était l'époque du Minitel, sauf que, en fait, on n'a pas décidé de faire du Minitel tout de suite, enfin, en tout cas, toi. En fait, j'ai fait du Minitel, Oui. mais bon, on s'en fout. Mais j'ai essayé CompuServe. J'ai commencé à connecter des ordinateurs, mais avec CompuServe, j'ai eu une anecdote extraordinaire. C'est que un jour, ma femme, enfin, c'était pas encore ma femme à l'époque, elle faisait un stage dans une boîte et elle me dit, mon patron, il m'a posé une question super compliquée. Je sais pas du tout comment il trouvait la réponse. Et je ne sais pas pourquoi il lui a posé cette question. C'est, j'aimerais savoir combien il y a de lits aux États-Unis pour traiter les maladies exotiques dans les hôpitaux. Donc, c'était avant le web. Hein. Donc,
Comment on fait, quoi, pour trouver la réponse à cette solution? Et il se trouve que j'avais un modem, un ordinateur et un abonnement à CompuServe, et que je vois qu'il y a des forums sur CompuServe sur le thème de la santé, et donc je speakais l'anglish, et donc j'ai posé la question en anglais sur le forum, et quelqu'un aux États-Unis avait un accès à la Library of Congress américaine, et donc a trouvé l'information et l'a partagée avec moi et l'a retapée sur son clavier. Et là, ça m'a juste explosé la tête, quoi. En fait, c'était rigolo de connecter des ordinateurs, mais alors connecter des gens, ça devenait complètement hyper puissant. On s'en fout parce que tout le monde le fait tous les jours, mais pour moi, ça a été une révélation parce qu'il y a eu un avant et un après, quoi. C'était le début, on appelait ça la télématique en fait. Il y a eu d'autres services qui sont sortis, dont American Online, donc on parlera encore un peu plus tard. Malheureusement. Malheureusement. Et donc on parlait pas encore de web, on parlait de télématique, c'était l'époque du Minitel, c'est des services qui étaient dédiés avec des régimes éditoriaux qui étaient contrôlés par ces entreprises et où on disait ce qu'on voulait, mais en fait pas vraiment. On avait déjà une forme de régulation. Comme Facebook aujourd'hui ou Insta, où tu as des tas de trucs que tu peux pas dire, quoi. Précisément. Et alors, on en arrive à une histoire intéressante, l'avènement du web et une boîte américaine qui s'appelle Netscape qui décide de développer un produit qu'on appelle un navigateur. Un navigateur web, voilà. Et donc, un certain Marc Andreessen, dont on entend encore parler aujourd'hui, principalement pour les conneries qu'il dit et qu'il écrit, hein, et du pognon qu'il distribue, fait Netscape. Alors, normalement, l'icône fait frémir les vieux. Hein. Moi, je sais, je l'ai remarqué à chaque fois que je la montre dans une conférence. Oh, je me souviens. Bon, voilà. Donc, j'ai travaillé chez Netscape en 97 ou 98, 97. Et c'était comme un rêve pour moi de bosser pour un éditeur américain et de travailler sur le web parce que j'avais trouvé quand même que le web c'était vachement intéressant. Et on s'est retrouvé dans une situation où qui n'était pas sans évoquer le panel précédent où en termes de droit de la concurrence, et d'ailleurs c'était les mêmes, c'était Microsoft ça, aussi. C'est bizarre. C'est un truc qu'ils doivent mettre dans l'eau, qu'il fait comme ça. En fait, à chaque slide, il y a un Microsoft. Je rassure pour les suites. Qui donc pétrifié par la perspective de ce que le web risquait de changer. Hein. Souvenez-vous, Microsoft, dans les années 90, ce qui leur permettait de gagner tellement d'argent, c'est qu'ils vendaient du Windows à des fabricants de PC. Et ils vendaient à la Fnac sous cellophane des disquettes ou des CD-ROM avec Microsoft Office dessus. Et ça rapportait, dans les deux cas, ça rapportait énormément de pognon. Et dès lors qu'il y avait le web et que le web, en fait, on se fichait du type d'ordinateur et de système d'exploitation que vous utilisez, du moment que vous avez un navigateur et en fait, on se fiche du navigateur, peu importe sa marque, si vous avez un ordinateur et un navigateur, vous pouvez accéder au web. Et sur le web, il y avait cette promesse d'application web qui se dessinait à l'horizon, qui n'était pas vraiment une réalité, mais on imaginait bien que très bientôt, on pourrait faire des applications web, et d'ailleurs, on a fini par en faire. Mais ça voulait dire qu'il n'y avait plus le monopole de Windows et que on pourrait faire des applications qu'on n'achèterait pas, des applications SaaS. Ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais alors ça a vraiment fait très très peur à Microsoft qui s'est senti réellement menacé. Bill Gates, qui était à la tête de Microsoft à ce moment-là, a écrit un truc qui s'appelle le Tidal Wave Memo, et vous cherchez ça dans un moteur de recherche, et c'est super intéressant de relire le Tidal Wave Memo, parce qu'il dit on va se faire bouffer tout cru par l'Internet, faut absolument qu'on réorganise complètement Microsoft pour empêcher cette menace existentielle, et comme on peut pas l'arrêter, on va le rejoindre, mais on va en prendre le contrôle. Et pour ça, on va faire le point d'entrée, c'est le navigateur. Donc, on va faire un navigateur qui va concurrencer Netscape. Mais pour être sûr de gagner, il faudrait qu'il soit meilleur, mais c'est pas sûr, c'est pas gagné, on va pas y arriver tout de suite à le faire meilleur. Donc, on va le faire gratuit. Et en plus, on va le mettre directement dans Windows. Et évidemment, c'est interdit par la loi américaine antitrust.
quand on a le monopole sur un marché, de faire levier sur ce premier marché pour gagner un monopole dans le deuxième marché. Donc ils avaient un monopole sur les systèmes d'exploitation avec Windows, et là ils utilisaient ce premier monopole pour obtenir un monopole sur les navigateurs. Ils n'avaient pas compris comment ils allaient gagner des sous avec ça, mais en tout cas, ils allaient sûrement moins en perdre s'ils étaient en contrôle de la chose. Et donc là, jeune ingénieur Tristan Nitto rejoint Netscape. Voilà, comme un con. Et donc, et donc Netscape commence à être en vraie difficulté. Oui, parce que alors je suis arrivé bêtement juste après l'introduction en bourse de Netscape, où tous mes collègues étaient millionnaires, donc sauf moi, parce que je venais d'arriver juste après, quoi. Et eux-mêmes, ça commençait à tanker dangereusement. Et là, Netscape s'est dit, mais en fait, enfin, si on continue comme ça, on n'a aucune chance vis-à-vis de Microsoft. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faudrait changer les règles du jeu, il faudrait penser en dehors de la boîte, je sais pas. Et puis il y a un con qui a dit, on n'a qu'à ouvrir le code source. Et alors là, mais c'est comme si quelqu'un avait blasphémé en pleine salle de réunion, quoi. Oui, mais comment on gagne de l'argent ? Ouais, pas ça de toute façon. Bon, on ne sait pas d'ailleurs. Mais en tout cas, vous imaginez, le code source, ce truc est tellement secret qu'on protège tellement. Eh bien, on n'a qu'à l'ouvrir et on dirait aux gens de venir nous aider. Et puis après, comme ça, ce qu'on ferait tous ensemble pour l'améliorer, ben ça appartiendrait à tout le monde. Bon, heureusement, c'était les Californies, donc. Ils avaient sûrement tous goûté à la weed et ils avaient tous déjà vu des hippies, donc mais quand même c'était bizarre d'oser dire un truc comme ça. Et au lieu d'utiliser le mot de free software qui était utilisé par Richard Stallman, qui pour le coup était un vrai gauchiste et fumait pour de vrai. Ouais, il sent l'herbe de Provence, le monsieur. Et donc ils ont utilisé la notion de open source qui était nouvelle à l'époque et qui était proposée par un type de droite, Eric Raymond dans l'occurrence. Donc ça passait mieux vis-à-vis des entreprises de dire on va faire de l'open source, c'est un nouveau concept. Ça n'est pas ce truc de gauchiste de free software. Donc il y a un document sur Internet que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Code Rush. Un documentaire. Documentaire, pardon, j'ai dit un documentaire. T'as dit document, mais oui. Enfin, un documentaire, pardon, qui explique l'histoire pendant 9 mois. De la manière dont ils ont ouvert le code, avec une date particulière de release du code ouvert. Du 31 mars 1998. Voilà. Donc c'est très intéressant pour ceux qui ont envie de faire de l'étude. Et donc voilà nos amis de Mozilla. Donc l'ouverture de ce code source est devenue une réalité. On a appelé ça le projet Mozilla. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le premier serveur de Mozilla Europe qu'on a sauvé de la benne parce qu'il était usagé, mais on a trouvé quelqu'un qui a bien voulu le sauver de la benne et nous le refiler. Et c'est mon collègue Peter van der Becken qui est en train d'installer Linux dessus pour servir les pages de mozillaeurope.org et utiliser ça comme moyen pour la localisation du site web et la synchronisation des communautés en Europe. On fait et puis donc on crée une association Mozilla Europe. Et on va voir en accord avec la Mozilla Foundation aux États-Unis qui venait d'être créée. Et on dit on aimerait bien vous aider, Mozilla Foundation, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils ont dit bon, d'accord. Donc voilà. À l'époque, les DevOps étaient déjà en chaussettes, comme vous remarquez. Mais on appelait ça des sysadmins. Et voilà. Et donc on en arrive à une histoire où on a le projet Phoenix qui prend flamme. Alors dans un premier temps, on a essayé de... Enfin bon, c'est compliqué, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà. Arrive une idée encore saugrenue, c'est de se dire on va faire un navigateur hyper simple, hyper facile à utiliser. Et c'est comme si le projet Mozilla renaissait de ses cendres, et donc on va l'appeler Phoenix. Bon, il se trouve que Phoenix, il y avait déjà un BIOS qui s'appelait Phoenix, ils n'étaient pas contents, alors on l'a finalement appelé Firefox. Et c'est devenu Firefox, dont le logo a évolué pour être... Mais consubstantiel à l'open source est apparu la notion de communauté aussi, et de contributeurs et de communauté de contributeurs.
Oui, alors là, donc ce t-shirt là, il a été Juste dessiné. derrière Tristan, vous le voyez. Vous le voyez pas, mais il y en a un, et été dessiné en 2002 pour le FOSDEM. Donc c'était le week-end dernier. Ça se tient toujours à Bruxelles, et où des tas de gens se retrouvent pour se connecter et se dire, on va travailler ensemble pour bénévolement pour travailler, pour faire Firefox, pour l'améliorer, corriger ses bugs, le traduire la doc, faire des forums d'entraide avec les utilisateurs quand ils ont des problèmes, etc. Mais Avec un pas objet. beaucoup d'idées de comment gagner notre croûte. À l'époque, on était fondamentalement subventionné par Pôle emploi, faut être clair. Mais non, mais c'est très vrai. Donc le business model, c'est de vendre des t-shirts à l'époque, c'est ça, on va t'en vendre. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je voulais faire de la high-tech et j'ai fait de la fast fashion. Voilà. C'est con. Mais quand même avec cette idée de dire, il faut respecter les standards HTML 4. Ah oui, non, il fallait, c'est clair. Ce qui mobilisait les gens, en fait, c'est que Internet Explorer, dès lors que Microsoft a commencé à avoir du succès, ils ont arrêté de l'améliorer. De toute façon, ils savaient pas comment gagner de l'argent avec. Ils préféraient toujours vendre du Office et du Windows. Donc, ils ont pu investir sur Internet Explorer une fois que la menace Netscape était partie. Et en fait, pendant qu'ils sont endormis au volant, nous, on a fait Firefox, mais pour que les gens passent à Firefox, il fallait que Firefox soit meilleur. Donc ça, c'était côté utilisateur, mais côté auteur de site web, créateur de site web, il fallait aussi que le navigateur soit meilleur et qu'il respecte plus les standards, qu'il comprenne mieux HTML, les feuilles de style CSS, etc. Donc il y avait un gros boulot technique de conformité du navigateur avec les standards du web. C'est-à-dire que si on les avait laissés faire, on s'est retourné à la télématique qu'on a vu tout à l'heure avec CompuServe. Oui, CompuServe et AOL, qui étaient deux systèmes concurrents et incompatibles. Et là, à l'époque où, en fait, au début de Firefox, le web était dans un état absolument déplorable parce qu'il y avait des gens qui faisaient leur site pour Netscape et il y en a d'autres qui faisaient pour Microsoft Internet Explorer et c'était un cauchemar d'utiliser le web et c'était dommage parce qu'en fait le web c'était c'était une promesse formidable et on la voyait qui n'aboutissait pas et c'était une énorme frustration. D'où Firefox, quoi. D'où l'excitation générée par Firefox. À la fin, avoir un marché dans lequel on avait 3 navigateurs de très grande qualité. Évidemment, Firefox était bien meilleur, c'est évident, mais on avait Google Chrome et Microsoft Internet Explorer qui est devenu Edge et Firefox qui étaient 3 navigateurs de grande qualité. Qui moi j'aurais mis Safari aussi parce que et Safari possiblement aussi. Mais les choses ont mal tourné quand même parce que cet idéal de web ouvert, interopérable, dans lequel les silos avaient disparu, eh bien avec l'avènement du mobile, les choses ont recommencé. Oui, 2007. Apple sort l'iPhone. Avant, il y avait le BlackBerry, mais il n'y avait pas d'application vraiment pour le BlackBerry. C'était pas pareil. Même au début de l'iPhone, il n'y avait pas d'application sur l'iPhone. Souvenez-vous, les premières années. Non, c'est énorme. Steve Jobs disait le web, c'est le futur. Si vous voulez faire des applications sur l'iPhone, il faut faire des applications web. Bon, et ça n'a pas duré. Mais avant qu'il sorte l'App Store, c'était le discours. Puis un jour, il a sorti l'App Store et il a dit si vous voulez faire des applications pour l'iPhone, eh bien, faut faire des applications qui sont dans l'App Store. Et by the way, on prend 30% sur toutes vos ventes. Mais ça a très bien marché, mais c'était dramatique parce que du coup on se retrouvait à nouveau avec une fragmentation du marché, avec en face Google qui rachète à Andrew Rubin Android et qui le déploie et qui fait aussi un App Store, le Google Play Store, et on est reparti pour une emmerdification de ces deux plateformes, quoi. Voilà. Donc Mozilla se dit on va remettre la bataille, on va y aller et on va faire notre Firefox OS. Voilà, Firefox OS, qui est un échec, mais n'ayons pas peur de le dire. Mais on l'a mis en tout petit. Mais enfin, en dessous de cette histoire, il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la publicité. Et donc, je vous montre ici première bannière publicitaire qui est apparue en 1994, magazine Wired, qui met en ligne cette publicité, avec AT&T qui fait une campagne. Est-ce que vous avez déjà cliqué ici? Vous allez le faire. Et alors, il y a tout ce qu'il faut pour commencer à décrire l'économie de l'attention, le clic,
l'adrénaline du clic, etc., etc. Et ça nous amène à une situation dans laquelle finalement l'objectif idéaliste des fondateurs et de ceux qui sont investis dans cette communauté, mais en fait on s'aperçoit qu'il a été essentiellement financé, capable d'être réalisé par l'intervention de Google. Alors, il y a une chose déjà assez intéressante, c'est la création de la bannière publicitaire. Ça commence à créer un business model qui est donc l'économie de l'attention. Ça permet à Google de décoller. Mais chez Google, c'est pas des crétins, ils sont pas toujours super bien intentionnés, mais ils sont quand même pas mauvais. Et donc ils se disent, mais en fait, la pub, elle marche mieux si jamais on sait à qui on la montre et si ça l'intéresse. Il y a plus de chances qu'il clique. Et donc, ça a donné de la publicité ciblée. Ça a rendu Google extrêmement riche et ça a permis accessoirement à Mozilla d'avoir un business model, puisque maintenant, et c'est encore le cas aujourd'hui, Firefox, son business model, ça consiste à vendre de l'audience à Google. Et aujourd'hui, donc, si vous faites une recherche par défaut dans Firefox, c'est sur Google. Et Google paye à Mozilla, achète ce trafic et paye à Mozilla de l'argent si vous cliquez sur une publicité. Voilà. Et c'est pas mal, puisque sur Mozilla, ça représente à peu près 500 millions de dollars par an. Alors on dirait, c'est énorme quand même. Bon, alors chez Apple, je crois que c'est 18 milliards par an, sauf erreur de ma part, de dollars. Donc, juste parce qu'ils ont mis une case à cocher dans Safari pour que quand on fait une recherche dans Safari, par défaut, c'est Google. Alors cette publicité, elle a permis de financer pas mal de choses, mais elle a évidemment... Alors le bon côté, c'est que ça a permis de créer des revenus et donc de faire décoller Mozilla financièrement. Ça tombe bien parce que Pôle Emploi, j'arrivais au bout et de toute façon, j'aurais pas fait tourner toute la boîte avec juste mes allocations. Mais à ce moment-là, il y a eu un scandale sur les données personnelles et le fait qu'il y avait une collection énorme de données personnelles et que c'était utilisé finalement pour nous fliquer. Et donc ça m'a amené à écrire ce livre sur la surveillance numérique. C'est-à-dire que moi, je voulais faire un web qui était cool, qui était utile, qui était très utile aux gens, qui était respectueux des gens, et qu'en fait, les gens, ils s'en servaient, mais ils se rendaient pas du tout compte qu'il y avait un problème que je trouvais majeur et existentiel derrière tout ça, qui était le fait qu'on était de plus en plus sous surveillance, et que plus le temps passait, pire c'était, et que les techniques s'amélioraient, et que c'était encore pire sur mobile, et que donc c'était un vrai souci. Donc la surveillance, on ne peut plus rien faire sur Internet, sur le web, sans être pisté, et malgré toutes les lois dont on a parlé. En tout cas, on fait des trucs, on s'en rend pas compte, et ça me paraissait important de dire aux gens, je vous jetez pas tête baissée dans le truc. C'est pour ça qu'il y a cette photo qui était dans toutes mes conférences à l'époque avec 2 vaches là, parce que je demandais à l'audience, est-ce que vous croyez que les vaches sont clientes du fermier ? Elles restent là dans l'enclos, mais est-ce qu'elles sont clientes du fermier? Ou bien est-ce que le deal, il est quand même un peu point clean? Alors, généralement, les gens sont pas cons. Ils me disent, bah non, elles sont pas clientes du fermier. Je dis, mais en fait, vous êtes les vaches du numérique. Vous êtes gavés par les GAFAM qui vous offrent des services gratuits, mais vous faites traire de vos données et vous le réalisez même pas et vous êtes persuadés que vous êtes des clients des GAFAM. Non, vous êtes le bétail du GAFAM. Le vrai client, c'est l'annonceur publicitaire. C'est lui qui donne vraiment de l'argent. Nous, on est juste là. Bref. Alors, on en revient à notre histoire de télématique et de l'histoire un petit peu du numérique. C'est peut-être la 3e phase en fait de notre conversation, la télématique, puis l'arrivée des hébergeurs avec l'explosion du web. Ouais, moi j'ai eu un compte Dreamhost. J'ai travaillé chez ces gens-là. J'ai eu un compte chez CompuServe. Je suis allé chez Dreamhost, évidemment, chez OVH, forcément. Émergence de l'e-commerce et puis des acteurs comme Amazon qui se disent tiens, finalement, si on rentabilisait notre infrastructure d'e-commerce et qu'on l'ouvrait
évidemment moyennant finance à des clients potentiels qui vont venir consommer aussi mes ressources et m'aider à rentabiliser mes investissements, bah, tant qu'à faire, faisons-le. Virtualisation, on en a parlé beaucoup ce matin. Mise en commun des ressources. Et là-dessus, évidemment, Azure, Microsoft et Google se mettent dessus. Et là intervient... ah non, c'est pas Clever Cloud, pardon, excusez-moi. Nicolas Hulot, hein, Nicolas Hulot. Pourquoi Nicolas Hulot? Ouais, c'est dingue. Ben, en fait, Nicolas Hulot, donc à l'époque, je travaillais chez Quant, et un matin, Nicolas Hulot, il va à la radio et il claque sa démission en direct à la radio. Personne n'était au courant. Et donc, il était à l'époque ministre de l'écologie, et il a pris tout le monde par surprise. Et moi, en fait, ça faisait un bout de temps que j'étais préoccupé par les problématiques d'environnement. J'ai regardé récemment, ça fait 20 ans que j'écris en fait sur mon blog sur ces sujets régulièrement. Le premier billet, c'était il y a 20 ans. Et donc, ou peut-être 21, faudrait que je recompte. On s'en fout en fait. Et je m'étais dit ouais, c'est bon. Bah, et Nicolas Hulot, il va se charger du problème. Et en fait, le jour de sa démission, où il dit ouais, j'y arrive pas, j'y arrive pas, je peux pas. En fait, l'inertie, ça sert à rien. L'autre jour, je suis allé voir le Premier ministre. Il y avait le lobby des chasseurs qui était dans son bureau et qui s'est incrusté dans la réunion. J'ai rien pu faire. J'abandonne. Je vais y laisser ma santé. Et en fait, quand j'ai réalisé que Nicolas Hulot, avec tous ses défauts, hein, c'est loin d'être un homme parfait, mais au moins il était compétent et honnête sur le sujet. Enfin, vraiment impliqué. C'était pas un opportuniste. Bon. Et que si lui, il abandonnait, en fait, c'est que même avoir un ministre exceptionnel, médiatique, et concerné par le sujet, et non politique, eh bien, ça ne suffisait pas à résoudre le problème. Et donc, pour moi, ça a été un peu une piqûre de rappel, et de me dire, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et donc, à ce moment-là, je décide, enfin, ça a pris du temps, mais à un moment, je me suis dit, bon, ben, ce qu'il faut que je fasse, c'est travailler sur une problématique qui est liée au changement climatique et aux limites planétaires. Et donc, je vais chez Scaleway, où justement, s'ouvrait un poste de responsable sustainability chez Scaleway, qui est à la croisée de ce qui m'intéresse et de ma compétence dans le numérique. Eh ben, on va arriver sur la fin de cet entretien et la conversation qui va suivre va justement parler de l'impact du cloud sur l'environnement, du numérique responsable. Et on va peut-être appeler Cédric Biron pour venir nous aider à discuter de ça. Je ne sais pas si où il en est.